La bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire parlant de l'endettement, c'est que selon le FMI, le pays n'est pas au rouge. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le Grand Talk. Nous sommes d'attaque et j'espère que vous aussi, on démarre maintenant. L'actualité donc passée au peigne fin dans cette émission du Grand Talk. Encore une fois, bienvenue, merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux partout sur nos différents canaux. Merci également d'être avec nous tous les soirs. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Bien, merci. Sarah. Bonsoir Christelle. Heureuse de vous revoir. De même. Marius Komoé, bonsoir. Daouda. Bonsoir Christelle, bonsoir. Et parlant d'économie, évidemment, la première question ira vers Sarah, notre spécialiste en économie. Sarah, allez-y, décryptez un peu cette lecture du FMI, cette bonne nouvelle que nous donne le FMI. La Côte d'Ivoire, parlant de l'endettement, n'est pas au rouge, Sarah. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose, ça vient réconforter un petit peu toutes les discussions qu'on a eues autour de l'endettement. Donc nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire surendettés. Si vous regardez, d'après les définitions ne serait-ce que de l'UMOA, il y a un ratio d'endettement que l'on doit respecter et pour être au vert, disons, cet endettement ne doit pas dépasser 70% du PIB. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en tout cas aux dernières estimations, c'est-à-dire à fin décembre 2023, nous sommes environ à 57-58% du PIB, donc en deçà de cette limite. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres facteurs, d'autres ratios en fait qui sont au vert. Il y a également le taux d'inflation qui semble être maîtrisé. On avait un taux d'inflation qui était quand même assez important, un peu partout dans le monde, on était autour de 10% en 2022. À fin 2024, on maîtrise un petit peu mieux la chose parce qu'on est autour de 6%. Et puis il y a ce fameux aussi taux de croissance dont on bénéficie bien en Côte d'Ivoire et qui est supérieur au taux de croissance de la région, qui est autour de 3-4%. Nous, en Côte d'Ivoire, on est autour de 6,3-6,5%, ce qui est très réconfortant. Maintenant, oui, la croissance est là et le FMI le confirme, mais il dit aussi qu'il y a des défis majeurs et que ces défis-là persistent. Et il est important de se focaliser sur les choses à améliorer. Parce qu'une fois qu'on a une dette, il faut continuer son remboursement. On est évidemment sur la bonne voie, mais pour continuer à être sur la bonne voie et que ça ne devienne jamais un problème, il faut qu'on diversifie notre économie, qu'on fasse en sorte elle est résiliente, mais qu'elle le soit encore plus, et que surtout la croissance bénéficie à tous. Très bien, on va s'arrêter là pour votre première prise de parole, parce que ça aurait été vraiment passionné sur l'économie. Alors Herman, quelle lecture vous faites de cette bonne nouvelle pour le citoyen lambda? Quand le FMI dit que nous ne sommes pas au rouge, on applaudit. Quel est votre point de vue sur la question? La croissance dans notre pays, on est à 6,5%. Le PIB, il est intéressant. Bon, moi, je pense que ça se sent avec l'intensité des infrastructures qui sont construites et autres. Maintenant, moi, ma principale préoccupation, je suis toujours un peu agacé quand on me sort les indicateurs macroéconomiques. Parce qu'en réalité, ça permet de voir les performances. Mais le plus important pour moi, c'est comment est-ce que les populations ressentent ces performances-là dans leur quotidien. Et aujourd'hui, je pense que à ce fin de trimestre 2023, la bonne et mauvaise nouvelle, je pourrais dire, c'est le prix de l'énergie, le coût de l'énergie en Côte d'Ivoire qui fait grincer aujourd'hui les dents dans les foyers, dans les ménages. Donc, moi, personnellement, surtout que les experts eux-mêmes le disent, il y a la dette, cette dette qu'on apprécie, qu'on dit que ce n'est pas inquiétant, c'est modérément acceptable, on n'est pas au rouge, mais il y a des autres indicateurs qui sont à côté que les experts ont révélé, le service de la dette et l'exposition de cette dette-là aux devises étrangères. Ça, on le dit, il faut qu'on le sache. Si eux-mêmes le disent, si on n'a pas fait d'efforts pour qu'à moyen terme, le service de la dette, parce que tu ne peux pas prendre près de 57% de tes revenus pour rembourser à chaque fois de la dette. C'est comme si tu travailles et tu rembourses la dette et tu prends crédit à chaque fois pour survivre. Moi, je pense que c'est ces choses-là qui sont plus ou moins préoccupantes. Après, Sarah, rapidement, on apprécie un peu ce tableau avant de parler à Daouda. Le classement des économies de la zone franc CFA en 2024. On voit bien que la Côte d'Ivoire est à 86,
86,91%. Quelle est l'incidence? C'est pas 91%. 86. Un milliard de dollars. Pardon, milliards de dollars. Quelle est l'incidence justement de ce classement sur notre économie et puis surtout, parlons de la dette, Sarah? Oui, bah alors on génère beaucoup de richesses, ça c'est clair. Je ne vois pas tous les pays en fait dans le graphe, donc je pense que c'est lié à l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est intéressant, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu en fait un graphique très similaire, mais qui incluait tous les pays du continent. Ouais. Et je pense qu'on se situait peut-être en 9e ou 11e position, je ne sais plus trop. Mais pour moi, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est juste ce qui est généré, mais il faut ramener ça en fait à l'endettement déjà. Le tableau, la source, c'est le FMI quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est juste un indicateur, ce n'est pas vraiment un ratio. Moi, je préfère regarder ce qui est produit par rapport à ce qui est investi, par exemple. Et c'est pour ça que je préfère regarder ce ratio d'endettement. Alors certes, il peut paraître élevé parce qu'on est au-delà de 50%, mais pour une économie en développement qui nécessite d'investir dans des projets lourds, d'infrastructures, etc., dont le retour sur investissement se fera sur le très long terme, c'est normal de dépasser ces 50%. Maintenant, ce qui serait moins normal, c'est de s'endetter à des taux élevés. Ça serait inquiétant. Ce qui est plutôt bien géré, je dirais, du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'était en janvier 2024, le gouvernement avait réussi à émettre les premiers eurobonds, ça faisait depuis très longtemps, c'était 2,6 milliards, je crois, en dollars, avec des taux très intéressants. Et ça veut dire aussi qu'on intéresse beaucoup le marché international, les investisseurs internationaux, et apparemment, il y avait énormément d'appétit pour le financement de ces obligations. Et ça c'est un signe positif, et ça veut dire aussi qu'on peut s'endetter à des taux corrects. Et Moody's, l'agence de rating, justement, l'a confirmé il y a un mois, en mars 2024. Notre notation s'est améliorée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire qu'on s'endette à moindre coût. Mais il faut faire attention et être très prudent pour investir dans des projets qui généreront de la richesse et qui bénéficieront à tous. On va revenir là-dessus, c'est très important. Daouda, quel est votre point de vue sur la question? En fait, j'ai une analyse à faire sur la question de l'économie et une précision sur ce qu'Herman avait dit. Mais je vais aller sur l'analyse d'abord. Moi, en fait, je ne suis pas économiste, mais pour ma part, j'estime qu'en Côte d'Ivoire, il faut que les gens arrêtent d'être plus royalistes que le roi lui-même. C'est-à-dire, Daouda? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on voit les uns les autres, oui, on est trop endettés, à telle période, on était endettés à tel montant et autres. Mais pendant que vous dites cela, des structures au niveau mondial, ceux même qui aident tout le monde entier en matière Ceux qui notent disent ça va. Le FMI, même ceux qui soutiennent les putschistes ça et là aujourd'hui, les putschistes sont allés prendre des prêts au niveau de la Banque mondiale et du FMI très récemment pour leur crise énergétique qu'ils vivent. Donc ça pour dire que si eux-mêmes qui ont des difficultés prennent des prêts, ça veut dire qu'ils savent que c'est important. Moi je veux dire, il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas s'inquiéter pour cela. Et je pense, à mon humble avis, que les critiques de ceux qui pensent qu'on s'endette un peu trop, c'est légitime. N'oublions pas, d'un point de vue politique actuellement, nous sommes dans la phase. Il y avait une levée de bouclier. Il y a une levée de bouclier dernièrement, mais n'oublions pas que dernièrement, on est à pratiquement 1 an 5 mois d'une élection présidentielle. Donc, tous les moyens sont bons pour tirer à boulet rouge sur celui qui gère actuellement. Pour vous, ils ont tourné la question en une question politique, c'est ça? Politique. Oh, il ne faut pas tourner la question en une question politique. En Côte d'Ivoire, tout ne peut pas être politique. Et c'est là où je parle, je viens à ma précision concernant ce que Herman disait, qu'il y a des grincements des dents au niveau de, comment on appelle ça, de l'électricité en Côte d'Ivoire. Mais non, aujourd'hui, c'est faux. C'est archi faux. Personne ne grince les dents sur l'électricité. Non, je n'ai pas dit que les gens ne grincent pas les dents. Il y a des grincements des dents. Mais le problème sur la toile, c'est que les gens disent qu'il y a augmentation du coût de l'électricité. C'est faux. Il y a eu 2 ajustements qui, en fait, répondaient en fait, à résorber le déficit de 27% de l'électricité. Je pense que je passe sur le contrôle de Marius, qui a été président des consommateurs, bien sûr, il est toujours. Déjà, en juillet 2023, il y a eu un ajustement de 10% pour les ménages de plus de 15 ampères. Ça concernait 11% de la population. Je vois Sarah qui sourit. Oui, elle sourit. Et en janvier 2024, il y a eu 10% pour l'ensemble de la population. Donc, tout le monde a été pris en compte. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, vous vous rappelez que les climatologues avaient dit quoi? Que nous subissons, comment on appelle ça? Les effets des changements climatiques. Les effets El Niño. Et il fait très chaud actuellement. Oui, bien sûr.
Et donc, à cause de cette chaleur, mais le coût forcément va augmenter parce que les enfants sont à la maison, les gens sont chez eux à la maison. Donc, la saisonnalité fait que Donc, pour le vous, prix c'est a une augmenté. mauvaise relation de faire ce point-là avec la dette? Avec la dette, c'est une mauvaise relation. Et il tient à préciser, il faut que les gens sur les réseaux arrêtent de s'informer sur les réseaux sociaux à un certain moment. Allez-y, dit les rapports officiels qui sont donnés par les uns et les autres. Il peut y avoir peut-être une crise énergétique, mais le coût comment ça, des factures de CIE qui sont actuellement là, il n'y a aucun problème. Très bien. Et même si vous avez des problèmes, je pense qu'il y a un numéro vert au niveau de la CIE pour s'informer, pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'on t'explique. Mais il ne faut pas faire de corrélation entre le coût de l'énergie et l'endettement actuel. Le téléphone est ouvert, parce que ce n'est pas très évident que sur ce plateau, ils arrivent à s'entendre. Le téléphone est ouvert, le 98 070. N'hésitez pas à nous joindre pour nous donner votre avis. Herman, rapidement, avant d'écouter Marius. Moi, j'ai envie de poser une question. Daouda estime que vous... Je vais lui poser une question. Vous parlez d'un sujet qui n'a pas de relation avec le sujet principal. Oui. En janvier, tu étais à combien? La dernière facture que j'ai payée, elle était à 53 000. Et la deuxième facture que je viens de recevoir, elle est à 42 000. Donc, j'ai eu une baisse de 11%. Et tu sais pourquoi ça a baissé? Parce que pour ce mois-là, je n'ai pas utilisé la climatisation. Pour ce mois-là, il n'y a personne chez moi. Donc, je suis seul. Pourtant, j'ai 2 congélateurs. C'est pour dire, même que l'État... Je viens. Je sais à moi de parler. Oui, tu as posé ta question, mais je peux développer rapidement. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a eu une grosse campagne de sensibilisation au niveau des gens de mettre leur climatiseur à certains niveaux, de quand on sort, il faut éteindre le courant. Mais si tu ne tiens pas cela, parce que actuellement, il fait très chaud, je suis que tes enfants sont à la maison. Et donc, c'est normal. On va atterrir. Herman, votre point. Moi, il y a eu une baisse de 11 000 francs. Très bien. Herman, votre point. Tu as une baisse, ça c'est bien, parce que tu écoutes les recommandations de tous ceux qui gèrent. Donc, si tu écoutes, tu vas voir. Ce que je veux dire, contrairement à toi, ça, ton cas, c'est un cas peut-être spécial, tu as pris des mesures, mais il y a des gens qui n'ont pas changé leurs habitudes de consommation, mais qui se retrouvent, parce que quand on dit on change nos habitudes de consommation, si j'utilisais l'électricité, ma climatisation, de 21h à 6h du matin, et que je ne change pas, et que les autres fois, j'étais à un certain montant de facture, et que maintenant, je constate que cette facture-là, elle a augmenté. C'est ce qu'ils appellent augmentation. Donc, ils se demandent, ils se posent la question. Donc, moi, je ne dis pas que... L'augmentation en rapport à la dette? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je ne mets même pas ça à la dette. De toute façon, on prend dette des gens, il faut bien trouver de l'argent pour payer. Et ça, j'estime que le gouvernement travaille dans ce sens-là. Ce que je veux dire, il ne faudrait pas occulter que tu as tout à l'heure parlé des 27%. Si les gens sont en train de nous prendre ça à des doses, petit à petit pour avancer. Homéopathique. Voilà. Donc, comment est-ce que tu peux savoir ça? Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut tenir compte des souffrances des populations. Quand les gens disent que leur facture d'électricité a augmenté, il ne faut pas nier ce fait. Très bien. Je ne sais pas comment on dit que ça a augmenté. Oui, rapidement. Je ne nie pas que la facture a augmenté. Moi-même, j'ai quelqu'un qui a eu une facture de 300 000. Mais ça augmente à cause de ta consommation personnelle. Et tu dis, leur comportement n'a pas changé. Il fait très chaud. Il faut comparer la facture de ce mois-là, ce mois de mai de cette année-là, prends ta facture de cette année et compare à la facture de l'année passée. Tu verras que c'est pratiquement, il y a eu une augmentation à cette période. Permettons à Marius, qui n'a pas encore parlé, s'il vous plaît, qui n'a pas encore parlé. Marius Komoé, le FMI, je le rappelle, dit que la Côte d'Ivoire n'est pas au rouge, que tout va bien. Ensuite, dans les différentes prises de parole, Herman a fait une relation au coût de la vie, dette et tout cela, ce que Daouda a renchéri pour dire non, pas du tout, il faut dissocier. Les habitudes aidant, les gens ont des factures qui grimpent, et celles qui décident de réduire donc, leurs habitudes, là, ont des factures qui diminuent. Quelle est votre position dans tout ce débat, Marius? Notre position reste toujours la même. En matière de dette en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas à notre première expérience en la matière. Le PDCI avait accumulé des dettes, le FPI sous le président Laurent Gbagbo en avait connu, au point même que nous avons été éligibles à l'initiative PPTE. Mais à l'époque où nous étions éligibles à l'initiative PPTE, nous étions en crise ivoirienne. Pardon, M. Herman? Enfin, je veux faire juste une précision. Allez-y. Il a parlé de l'initiative PPTE comme quoi le régime PDCI, d'abord il a conseillé le régime PDCI. Suivez à l'école. Quand vous êtes dans une classe, suivez en classe s'il vous plaît. Alors, et puis c'est la première et la dernière fois que vous m'interrompez. Ça fait 2 fois que je vous dis ça sur le plateau. Quand vous parlez, personne ne vous interrompt. Donc laissez terminer les autres et puis vous intervenez. Je ne vous ai pas interrompu. Bon, cela dit, vous avez semblé marquer une pause et je suis venu là-dessus. Je ne marque pas de pause, j'ai développé mes idées. Alors vous perturbez le plateau tout le temps. Ça vous fait plaisir.
Cela de dit, lancer je ça à chaque voudrais fois, donc, ayez des arguments, allez s'il vous revenir plaît, sur ça à s'il vous chaque fois. plaît. je revenais S'il vous plaît, juste messieurs. pour vous dire une chose On qui est part, assez on simple. écoute Marius et on attend que la parole vous Alors, soit donnée avant tout de réagir. simplement. Allez-y, Marius, je vous en Alors, prie. cela dit, l'initiative PPT auquel nous avons été éligibles découle tout simplement de quoi? Du fait qu'au moment où le régime du président Laurent Gbagbo assumait les destinées de ce pays, nous n'avions pas véritablement de capacité de transformation ou de création d'entreprises. Voilà, nous étions en crise. Il fallait donc parer au plus pressé, régler les questions courantes. Et cela a suscité justement des besoins énormes, au point que le FMI a initié, donc a imposé à la Côte d'Ivoire un autre, on pourrait le dire, un autre ajustement qui nous a amené donc au PPTE. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre économie. Il y a de la création de l'emploi, il y a de la création des entreprises. Eh bien, l'économie, naturellement, connaît un regain d'intérêt. Et bien évidemment, ce qui préoccupe les Ivoiriens ou qui fait graisser beaucoup de dents, c'est le fait que depuis le PDCI jusqu'au FPI, sous le président Laurent Gbagbo, eh bien, la Côte d'Ivoire n'avait pas connu un tel niveau d'endettement. Nous étions à 8 000 milliards et à l'époque de 8 000 milliards, on nous a dit que nous étions des mauvais élèves de la communauté des institutions de Bretton Woods. Et aujourd'hui, nous sommes à 25 000, plus de 25 000 milliards, l'on parle même de 30 000 milliards. Eh bien, c'est quand même effarant et ça surprend donc les Ivoiriens qui veulent en comprendre les tenants et les aboutissants. Pour nous, Organisation de défense des droits des consommateurs, pour parler du cas de l'électricité, mais sous le PDCI, on a connu des augmentations, nous les avons acceptées. Sous le FPI, nous en avons connu tant sous le ministre Léon Emmanuel Monnet que sur le ministre Kouadio Kouamoué. C'est inhérent à tous les régimes et c'est nous qui allons à la table de discussion. Sous ce régime-là, justement, les questions d'augmentation du coût de l'électricité, pour revenir là-dessus, mais je puis vous le certifier, nous en avons fait un débat énorme. Et croyez-moi, la situation ne nous a pas été favorable dès lors que le déficit dans le secteur avait été accumulé par plusieurs régimes. Très bien. Et donc, ce régime-ci s'est retrouvé avec le même déficit. Merci beaucoup. Entre voir le régime actuel continuer à magasiner donc les déficits et à procéder à une augmentation, entre deux mots, nous avons préféré le moindre mal. Merci infiniment. Sarah, oui, vous avez écouté un peu les différentes interventions. Oui. Alors, vous, en tant qu'économiste, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que le point de la dette a un rapport avec la cherté de la vie, cas précis de l'électricité? Oui, c'est intéressant comment le débat un peu dévié, on parlait d'endettement et ensuite du coût de la vie, du coût de l'énergie. On va réagir quand même là-dessus. Effectivement, oui, c'était tout à fait le point sur lequel je voulais rebondir, c'est que on parle de finalement, on parle de quoi? On parle du coût de l'accès à l'énergie. On parle aussi en face de ça du pouvoir d'achat, sachant qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat, il est quand même bien affaibli. Il a été affaibli par la crise post-Covid. On a moins d'argent pour payer nos factures et l'énergie nous coûte cher. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être aussi pas assez diversifiée. On parle de crise climatique, on peut s'adapter pendant un temps, mais on ne va pas indéfiniment éteindre par exemple notre clim ou faire en sorte de minimiser notre facture. Non, c'est à nous de réfléchir à d'autres moyens, à d'autres ressources, des ressources naturelles, des ressources vertes, des ressources qui soient plus abordables. Il y a l'énergie solaire, il y a, le soleil quand même, il est assez abondant dans notre pays, dans notre région, mais c'est un coût, c'est des investissements, c'est de l'expertise, c'est des coopérations internationales à négocier, à mettre en place. Il y a l'hydrogène dit maintenant naturel qui est extrêmement, qui est très abordable comparé à l'hydrogène, etc. dans les pays voisins. Tout ça, et c'est ce que dit en fait quelque part le FMI, c'est que certes, la dette, il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter, elle est modérée, mais il y a des défis majeurs, on doit les relever et la diversification de l'économie en fait partie. Et le fait aussi d'investir dans des secteurs tels que l'éducation, etc., pour investir dans le capital humain est très important pour qu'on ait des gens qui soient de plus en plus diplômés, experts, etc., qui aient accès à des emplois plus intéressants et qui, in fine, augmentent leur pouvoir d'achat. Donc le FMI dit ça va, mais les défis majeurs persistent et il faut s'attaquer, il faut les adresser. On est sur la bonne voie pour le faire, mais il faut vraiment se retrousser les manches pour accélérer au vu de la crise climatique qui arrive, qui, elle, ne nous attend pas. Elle n'attendra pas, c'est clair. Herman, réaction, vous vouliez donc intervenir sans rentrer dans la polémique, on va directement aller. D'abord, je voudrais dire à Marius que si l'Assemblée
Dans vos propos. Mon introduction dans ses propos, il a semblé comme si je voulais le bloquer, je m'en excuse. Mais en réalité, il avait marqué une pause et je me suis dit peut-être qu'il voulait que vous allez je place moi mon quand point. vous donne la parole. Oui, mais c'est pas grave, allez-y, Herman. Mais là-dessus, moi, je pense que je voulais, en fait, je ne semblais pas comprendre un point qu'il avait émis. Le point, ouais, son développement sur l'accumulation de la dette. Il a dit que le PDCI, il n'a même pas dit de régime, je suppose qu'il veut parler du régime PDCI, le régime de Doufoué et du président Bédié, avait accumulé de la dette. Ça. Et le régime du FPI, donc de Gbagbo, a accumulé aussi de la dette. Et ensuite, ce déficit, ces anomalies qui ont été vues, le nouveau régime continue de l'an. Moi, je voulais lui faire une précision. C'est ça? Je voulais lui faire une précision. En réalité, quand on parle du PDCI qui a accumulé la dette, c'est quand même 40 ans de gestion de pouvoir avant 1999, 1999. Donc, la dette, on a vu quand même les chantiers que le président Oufoué a pu réaliser, enfin entrepris à réaliser dans ce pays. Mais quand on vient, justement, c'est à sortir de là qu'on a eu cette dette forte-là. Lorsque le régime FPI est venu, effectivement, les bailleurs de fonds étaient réticents parce qu'on n'était pas de bons élèves en termes de remboursement de la dette. Et le régime Gbagbo s'est engagé à rembourser la dette avec des plans de budget d'assainissement et autres pour ne pas contracter d'autres crédits et faire en sorte de rembourser cette assiette qui était là. Et là-dessus, on a vu quand même, in fine, il y a eu le point d'achèvement qui était l'initiative PPTE. Après, parce qu'on a été de bons élèves après, et l'initiative PPTE est venue annuler plus ou moins en grande partie la dette qu'on avait contractée toutes ces années. Et maintenant, tout était revenu un peu à zéro, on pouvait continuer. Donc, cette accumulation de dettes de 2011 jusqu'à maintenant, je voudrais dire de 2010 jusqu'à maintenant, cette accumulation de dettes, eux-mêmes le disent, ils ont pris de la dette pour créer des richesses, pour faire des infrastructures. Mais ce n'est pas de fait des régimes précédents. Parce qu'on avait quand même atteint l'initiative PPTE. Ces précisions, ils voulaient lui faire. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, ce qu'on dit, on ne dit pas de ne pas prendre la dette. C'est de pouvoir faire en sorte que la dette ne soit pas un problème, une pression forte pour nous. On gagne beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'on prend autant aussi d'argent à l'extérieur? Du coup, les économistes vont dire peut-être que les Sahara, ça fait comme si on ne peut plus forcément bien créer. À la longue, si on reste, c'est pourquoi elle dit que soyez prudent. Parce qu'à la longue, à un moyen terme, les gens disent, si on n'arrive pas à régler cette situation, de faire en sorte que aussi bien l'exposition aux devises étrangères, aussi bien le service de la dette, si on n'arrive pas à bien régler ces indicateurs-là, ça peut nous créer des problèmes. Et ça, les économistes le savent. Alors, et même, je crois bien que le régime actuel, ceux qui le savent très bien, et ils sont en train de mener des réformes pour pouvoir corriger cela. Très bien, Mali. Voilà, voici cette vérité historique-là que je voulais rétablir pour M. Marius Komoué. De votre point, Marius, réaction rapidement avant de passer à Daouda. Alors, moi, je m'étonne un peu de ces réactions-là, mais j'avoue que... C'est son point de vue, hein. Il a fait une analyse. Cela fait près d'une quinzaine d'années que je participe quand même au débat. Vous êtes, oui, comment, au niveau, donc, moi, j'ai participé à la rédaction du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. J'étais un acteur prépondérant. J'ai fait tous les ateliers et séminaires. Et à l'époque, nous n'avons vu aucun de ces donc vous êtes au cœur du dispositif sur cette question. Bien entendu. Et au niveau donc, de l'augmentation du coût de la vie, parlant du coût de la vie, mais quand vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui est incapable de produire lui-même du bétail et préfère confier son ventre à l'étranger, comme par exemple à des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, le simple bétail, mais le Mali, le Niger, le Burkina, c'est des pays enclavés qui n'ont même pas accès à de l'herbe fraîche, ils n'ont même pas accès à une saison pluviométrique, mais les bœufs et les moutons, avec quoi on les nourrit? C'est avec des herbes, c'est avec de l'eau qu'on les fait traire. Bon, alors la Côte d'Ivoire dispose d'herbes fraîches sur l'ensemble de son territoire national. Nous avons même un ministère en charge des productions animalières. Quelle est la politique nationale de production animalière? Et puis on se plaint toujours que la vie est chère au niveau, par exemple, du bétail. La Côte d'Ivoire est incapable de produire du bétail. Pourtant, nous avons un ministère des productions animalières. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Je dis ça, je continue au niveau donc, de la lutte contre la vie chère. Vous avez, par exemple, un ministère de l'Agriculture. Nous importons
tout ce que nous mangeons comme riz, qui est l'aliment le plus consommé par tous les ménages en Côte d'Ivoire. Nous l'importons de l'étranger et même pas l'État qui l'importe. On a confié le ventre des Ivoiriens à un opérateur économique privé qui, à lui seul, a le monopole de l'importation du riz dans notre pays. Et depuis des années, il s'enrichit sous le... Mais quand vous participez au débat, Marius... Mais justement, c'est des questions de fond que nous posons. Parce que c'est inacceptable que nous ayons un ministère de l'Agriculture et la Côte d'Ivoire est incapable. Pourtant, nous avons des bas-fonds sur l'ensemble du territoire national. On a créé même un ministère de riz. Oui, on n'a pas de résultat. Il y a même une structure en charge du suivi de la question du riz en Côte d'Ivoire. Aucun résultat. Mais voilà la réalité. Et puis on se plaint, la vie est chère. Mais la vie est chère. Aujourd'hui, on a pris des décisions de tourner le dos de l'exportation de nos denrées alimentaires, par exemple du vivrier. Depuis que le ministère du Commerce a pris cette décision, nous avons le vivrier sur le marché. C'est vrai qu'on a été beaucoup impacté par l'augmentation du prix du riz parce qu'on était très dépendant de l'Inde. Quand on parle du riz, on sait très bien ici, et on a tous vu un peu toutes les politiques qui sont en train d'être mises en place pour que justement la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz. Ce n'est pas maintenant que ça va se faire. Ça fait des années qu'on parle de ça, mais aucun résultat. C'est vous aussi en tant que consommateur qui devez faire bouger les choses. Hein. C'est ce que nous faisons justement en dénonçant justement l'incapacité du ministère à produire du riz. Très bien. Daouda, vous vouliez prendre la parole? Non, je pense qu'on a... Sur ce plateau, on a voyagé très rapidement. Oui, revenons au cœur. Il ne faut pas s'étendre, revenons au cœur du sujet. Le FMI nous dit que tout va bien avec notre dette. Voilà. C'est vrai que la question de Marius est peut-être légitime, peut-être justifiée. On peut comprendre. Mais la question aujourd'hui, comme je l'avais dit auparavant, la Côte d'Ivoire est en train de produire des richesses. Et je pense que quand on regarde l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est une économie en croissance. Et le fait que cette économie soit en croissance, c'est pour pouvoir arriver à faire d'autres choses, il faut pouvoir contracter d'autres dettes. Très bien. Et je pense que tu es parti dernièrement au rapport risque-pays de Stanislas Zézé, que tu aimes si bien citer. Lui-même, il a augmenté les points de la Côte d'Ivoire en termes de risque. Et on va finir en 3 minutes. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que l'économie est en croissance et il y a du développement. Partant de ce principe-là même, Herman, je peux t'assurer que sincèrement, c'est vrai, ton inquiétude, on peut la prendre en compte. Mais que ce soit toi, Marius ou moi ou bien Christelle, la seule qui se fait sur la question un peu légitime, c'est Sarah, qui est économiste. Laissons les royalistes parler. Nous ne sommes que... Bon, on ne peut parler que de certains aspects en fait. Non, je comprends, mais je veux dire, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Que ce soit Moody's, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, ils te disent tout va bien, ne vous inquiétez pas, mais faites attention, adressez X problématique et Y problématique. Très bien. Et justement, nous allons terminer. On va terminer ce sujet-là en disant que nous allons ouvrir notre plateau à des économistes de plusieurs horizons, des partis d'opposition comme celui du pouvoir, pour avoir leur vision, n'est-ce pas, sur ce qui est dit et puis les solutions, pourquoi pas, qu'on pourrait donner à notre nation pour avancer. Mais avec vous, Sarah, on termine sur les points d'amélioration, s'il vous plaît. Non, on termine maximum dans 2 minutes. Non, merci pour ça. Je pense que... Une minute, on va dire. Tout le monde est légitime pour parler de ce sujet parce qu'il n'y a concrètement rien de compliqué. Et ce que disait, je te remercie Daouda, mais ce que disait Marius tout à l'heure, pour moi, n'est vraiment pas hors sujet. Parce qu'il parlait de la capacité à produire des biens que l'on consommerait nous-mêmes sur place. C'est de l'autosuffisance alimentaire. On a bien vu l'impact que ça a eu quand l'Inde a arrêté d'exporter du riz, notamment vers notre région, l'impact que ça a eu sur le prix du riz et donc sur le pouvoir d'achat. En fait, tout est lié. Et quand le FMI parle du défi de diversifier son économie, on parle de ça justement. Et il n'y a pas que le riz. Il y a le riz, il y a le secteur de la nacarde, il y a l'électricité. Il y a l'électricité. Tous ces secteurs-là méritent effectivement, d'être financés, mais dans une optique de diversification et d'autosuffisance et de transformation locale. C'est des sujets qui sont absolument cruciaux, qui nécessitent de la dette, mais aussi de l'expertise. Et c'est pour ça aussi que je parlais, moi je suis très attachée au secteur de l'éducation, même si je viens du secteur agricole, parce que sans expertise, on est obligé de faire appel à des employés à l'étranger pour venir nous apprendre comment faire chez nous. Et ça, voilà, c'est assez aberrant. Mais effectivement, le ministère aujourd'hui de la profession professionnelle, le ministère de l'Éducation, ils font du travail dans ce sens-là. Il faut que ça se développe un peu plus. Voilà.
ils font du travail, mais il faut que ça se développe un peu plus. Très bien, messieurs. Avec votre permission, là, justement, on a parlé de la dette, de l'économie, mais il y a quelque chose qui est en train de plomber notre économie, c'est la drogue, justement. Et parlons de drogue, 50 kilos de cannabis. 50 kg de cannabis ont été donc saisis par les agents des affaires maritimes et portuaires de l'antenne maritime de Mohamé. Du côté, Marius, du côté donc, de Beaunois. Voilà, nous allons vers Beaunois. 50 kg de cannabis ont été saisis. Daouda, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur le récit de cette saisie? Bon, pour être clair, je pense que c'est comment on appelle ça, les agents des affaires maritimes et portuaires de l'antenne maritime de Mohamé qui ont porté un coup de filet. Et en gros, c'est 50 kg qui ont été pris au niveau de Beaunois. Moi-même, je me suis inquiété. Mais de ce côté-là, il y a quoi là-bas? Est-ce que vous vous rappelez qu'à Boisseau, très récemment, il y a 2 élèves qui ont été pris en kaki et qui avaient dans leur sac encore ces mêmes barres de cannabis. Et j'avoue que la situation est très inquiétante dans la mesure où nos jeunes aujourd'hui, au-delà même des jeunes, même de grandes personnes, ça donne beaucoup à la consommation de la drogue. Et l'ultime question que je me pose aujourd'hui, est-ce que le nombre de suicides auxquels on assiste aujourd'hui, est-ce que la consommation de la drogue n'est pas à la base de ces différents suicides-là? Parce que ces produits-là ont tendance à créer chez les hommes, en fait, de la schizophrénie, le dédoublement de la personnalité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne. Et moi, j'invite, en fait, l'État, sincèrement. L'autorité compétente fait beaucoup de choses. Mais je pense que tout le monde doit s'intéresser à cette question-là. Sinon, on risque d'avoir une question de santé publique concernant la drogue quand on regarde des pays comme les États-Unis où des États entiers sont des États en griffe drogués. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Daouda, sur ce point. On espère en tout cas que les autorités compétentes vont être encore un peu plus vigilantes. Surtout, bravo pour ce coup de filet et améliorer donc la vigilance pour protéger nos frontières et surtout, in fine, protéger notre jeunesse de ce fléau-là. D'ici 20 ans, 50 ans, notre pays doit être debout, actif et à la tête des nations surtout. Pas avec des personnes qui sont donc addictives à ce genre de produits. Très bien, messieurs. Est-ce que, parlons de drogue, justement, quand on parle de drogue, on parle de répression, on parle de justice. Parlons de justice, on va trouver un corps de métier dans la justice. Il s'agit donc de parler des avocats. Alors, nous allons recevoir maintenant ici le président de l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, Maître Léon Paul Boto. Maître Léon Paul Boto est le président de l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons essayer de parler des mutations de la profession d'avocat et les défis et les opportunités. On n'a que 10 minutes, mais je sais que 10 minutes, c'est rien pour un orateur féru comme Maître Léon Paul Boto. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous recevoir et de nous offrir ce plateau. C'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas. On veut comprendre, nous voulons comprendre un peu comment ça se passe au niveau de votre association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire. Vous dépendez du barreau, n'est-ce pas? On dépend du barreau. Et comme on l'appelle, l'ordre des avocats. Mais la spécificité, c'est qu'on bénéficie d'une autonomie qui nous permet de poser des actions en faveur des jeunes. Pourquoi vous êtes mis en association? Alors, pourquoi? L'idée de mettre les jeunes avocats en association naît en 1922 et s'est répandue dans tous les barreaux de tradition francophone. Alors, l'idée à la base, c'est que les jeunes avocats ont des problèmes spécifiques. Des problèmes spécifiques comme la formation et un plus grand besoin de solidarité professionnelle et extra-professionnelle. Donc, c'est cette idée-là qui a présidé à la naissance de nombreuses associations ou unions de jeunes avocats en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Très bien, Daouda. Monsieur Boto, Maître Boto, excusez-moi. Moi, je suis un peu inquiet parce que vous êtes jeune et nous sommes un pays qui est aussi très jeune, avec 63% de la population qui est jeune. 30 millions d'habitants pour 500 avocats. Pour vous qui êtes président de l'association des jeunes, est-ce que vous n'avez pas un peu peur que vos concitoyens ne soient pas bien protégés? Écoutez, est-ce qu'on doit parler de peur? Surtout que récemment, le barreau a lancé un concours et a recruté encore des élèves avocats qui vont certainement venir grossir les rangs. Une réforme est en cours et certainement elle produira ses fruits dans peu de temps.
30 millions 500, c'est vrai que le ratio paraît faible, mais des efforts sont faits pour améliorer ce ratio au niveau du barreau de Côte d'Ivoire. Mais je voudrais insister dessus. Pour nous qui avons l'avantage de parcourir certains pays, on n'a pas le ratio le plus faible. Même si on milite et on travaille pour que, avec le bâtonnier et le Conseil de l'ordre, pour que ce ratio-là puisse vraiment s'améliorer, on n'est pas très mal lotis également. Vous faites un benchmark, vous faites un benchmark avec les autres pays, mais quand on regarde ici où pendant des années, le concours au barreau était véritablement fermé, il a fallu faire beaucoup de batailles pour que ce concours-là soit ouvert et après qu'il y ait d'autres conditionnalités grandes dedans. Est-ce que quelque part, qu'est-ce que vous, en tant que président des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, vous faites pour que ce concours-là et les facteurs bloquants qui y sont puissent être levés pour qu'on puisse avancer? Réaction et après on passera à Herman. Alors, je ne parlerai pas de facteurs bloquants. Il fallait passer d'un ancien système à un nouveau système. Alors, cela a pris, c'est vrai, du temps, mais nous y sommes. Et il faut plutôt féliciter le bâtonnier en exercice qui, très vite, a pris les choses en main et a permis très rapidement de sortir de l'impasse. Très bien. Herman? Moi, je m'intéresse surtout à votre thème choisi pour les festivités de votre 40 ans d'existence. 40 ans d'existence, les mutations de la profession d'avocat et ses opportunités. Je voudrais savoir, dans un français accessible à tous, quelles sont ces mutations de la profession d'avocat et les opportunités que ces mutations-là puissent permettre. Alors, si vous interrogez un citoyen lambda, vous lui demandez qu'est-ce qu'un avocat, pour lui, c'est l'avocat. L'avocat, c'est celui qui est en robe, qui se présente au palais de justice et qui défend la cause. Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Ah, très bien. Alors, l'avocat, c'est celui qui est appelé aujourd'hui à régler un problème. Et il peut le régler en dehors des juridictions. Aujourd'hui, vous trouverez des avocats qui sont médiateurs, des avocats qui sont arbitres. L'idée derrière, ce n'est pas toujours le règlement judiciaire du conflit, mais de promouvoir également un règlement extrajudiciaire, mais qui permet aux parties de se rapprocher et qui favorise la cohésion sociale. Alors, les mutations, quand aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, récemment, dans le bulletin de notre association, une avocate s'est interrogée, est-ce que les robots ne vont pas remplacer les avocats? Aujourd'hui, simplement, je prends peut-être M. Daouda qui a une préoccupation. Très vite, il va sur Internet, il tape et il se dit qu'il a une opinion plus ou moins éclairée qui peut se passer d'un avocat. Mais là, je ne mets pas ces avocats en Côte d'Ivoire. Hein. Et ce sont de gros risques. Donc, c'est toutes ces mutations-là auxquelles nous allons réfléchir. Et cette réflexion, nous avons voulu associer tous les jeunes avocats d'Afrique qui partagent les mêmes préoccupations que nous pour qu'ensemble, on puisse jeter les bases d'une réflexion que les barreaux africains pourraient promouvoir plus tard. Très bien. Sarah? C'est intelligence. Bonsoir, Maître Boto. C'est intéressant ce discours autour de l'intelligence artificielle. Je pense personnellement que ça peut être un outil qui peut nous aider à aller plus vite et efficacement. Comme en tant que banquière, je l'utilise en tout cas, et ça aide fortement. Moi j'ai deux petites questions. La première, c'est donc qui dit avocat dit droit. Et quand on parle de droit, il y a plusieurs spécificités. Il y a le droit civil, le droit des familles, le droit des affaires. J'aimerais savoir si en Côte d'Ivoire, on arrive à couvrir tout ce spectrum, s'il y a toutes ces spécialités disponibles. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la diversification possible? Et la deuxième question, c'est faire recours à un avocat, ce n'est pas forcément... c'est un coût. Et pour les personnes qui ont un pouvoir d'achat moins important, est-ce qu'il y a des formes d'aide gouvernementale ou je ne sais pas, qui pourraient aider les personnes dans le besoin et qui ont besoin d'un avocat pour des affaires spécifiques? Alors, sur la première préoccupation, le barreau de Côte d'Ivoire regorge de compétences dans tous les domaines. C'est vrai que contrairement au système anglophone où
on est beaucoup plus porté sur la spécialisation. Dans le système francophone, il y a beaucoup de généralistes. Mais de plus en plus, et d'où le thème les mutations, de plus en plus, on part vers des spécialisations. Voilà. Donc, certainement que dans les prochaines années, vous verrez des avocats de plus en plus spécialisés. Et ça, c'est l'un des chevals sur lesquels nous entendons vraiment galoper pour les prochaines années. La seconde question. Sur la seconde question, le coût. Ça me donne l'occasion de revenir sur quelque chose qui n'est pas suffisamment développé. Lequel? L'avocat passe 40% de son temps à faire du social. Mais comme l'avocat, ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas chaque fois venir dire ce qui est fait en cachette, c'est pour cela qu'on ne le sait pas. Mais nous-mêmes, en tant que jeunes avocats, mais le nombre de personnes que nous défendons, gratuitement, d'abord sans prendre des honoraires, mais ensuite en exposant nous-mêmes des sommes d'argent pour ne serait-ce que couvrir certains frais, mais nous ne les estimons pas. Mais comme on le dit, notre métier est fait dans le cadre d'une certaine déontologie et nous réservons le droit de communiquer sur ces choses. Donc, l'avocat est accessible et ses coûts en Côte d'Ivoire également sont accessibles. À combien une consultation comme ça? Alors, ça dépend peut-être de c'est vrai que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit, mais quand nous lisons le règlement, tout ça est débattu librement entre le client et l'avocat. Je pense qu'on aura la dernière question avec Marius. Parce que alors, je fais vite, puisque le temps je peux donner une question sur la sienne tire à sa fin. On va voir. Vous avez souvenance qu'il existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire une loi donc, sur la consommation. Et que cette loi donc, libère donc, les organisations de défense des droits et de protection des intérêts des consommateurs véritablement du joug des pouvoirs publics. Alors, nous voudrions bien que les avocats de Côte d'Ivoire s'intéressent véritablement à la question de la consommation et à la lutte justement pour la préservation des intérêts de leur population. Parce qu'avec le tribunal du commerce, il serait de plus en plus intéressant que des organisations saisissent des avocats spécialisés en droit de la consommation pour attraire devant les juridictions compétentes des opérateurs venus et même des administrations publiques. On va faire court pour qu'ils puissent répondre et puis parler de son programme. Allez-y rapidement. Pour faire court, l'avocat ne va pas vers le client. C'est le client qui vient vers l'avocat. Donc, si les organisations de défense des droits des consommateurs jugent nécessaire de porter certaines causes devant les juridictions, vous trouverez toujours des avocats compétents, mais courageux. Non spécialisés dans le domaine. Mais, comme il a dit, ils vont travailler la spécialisation. La question, c'est la spécialisation. Alors, la question de la spécialisation, il faut déjà prendre la cause et vous verrez si ces avocats-là ne sont pas spécialisés dans ces domaines. Alors, on a quelques... Juste une seconde. Dernièrement, on a l'influenceur observateur Eben qui a été écroué pour 6 mois de prison. Dans une vidéo, il s'est ouvertement attaqué à la corporation des avocats. Il a trouvé que vous n'avez pas du répondant et que vous n'étiez pas réactif. Je pense que vous avez sûrement vu la vidéo. Quel commentaire est-ce que vous en faites? Alors, quel commentaire on en fait? Je profite en même temps... Une réponse rapide et puis on va parler de ce que vous avez. Je profite en même temps pour dire que l'ordre des avocats est un ordre aujourd'hui numérisé. Vous pouvez aller sur le site, vous avez la liste de tous les avocats avec les contacts dessus. Sur le site de l'association? Non, sur le site de l'ordre. Le barreau. Voilà, du barreau. Donc, vous avez les contacts, les adresses mail et il y a beaucoup d'avocats et il y a même des avocats qui sont disponibles à tout moment. Alors, votre événement donc avec tous les jeunes avocats d'Afrique, c'est une rencontre que vous allez faire. Ça se passera quand et où? Alors, du 2 au 4 mai, au Palais de la Culture de Trècheville, nous recevons, c'est vrai, au-delà des jeunes avocats, des avocats venant d'Europe et d'Afrique pour réfléchir sur le thème « Les mutations de la profession d'avocat, défis et opportunités ». Très bien. Et donc, du 2 au 4 août, à partir de 8 h. C'est ouvert au public? Alors, ouvert au public, non, des cartons d'invitation. Mais avant, nous avons plutôt organisé l'inscription pour éviter d'être débordés. Alors, l'une des choses majeures qu'il faut noter, et cela, je réponds à M. Daouda sur le fait que la corporation soit un peu fermée, quels sont les plans qui sont mis en œuvre pour pouvoir,
Ce colloque a été ouvert aux étudiants en droit. Et on en a à peu près 200 qui sont inscrits gratuitement pour pouvoir côtoyer ces avocats qui viennent de partout, mais comprendre également le métier et pouvoir se préparer à intégrer ce métier. Donc, nous sommes ouverts et même nous encourageons les étudiants à nous rejoindre. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire. Vous étiez là pour nous parler donc de cet important événement qui aura lieu du 2 au 4 mai au Palais de la Culture, ici même à Abidjan. Merci d'être venu, Maître Léon Paul Boto. Merci. À tout de suite. Le nouveau camp militaire d'Akwedo a vu donc la célébration de la journée de la femme militaire 2024. Et l'idée, c'était de réfléchir sur comment accélérer leur intégration au sein des forces armées. Merci encore une fois d'être avec nous. Reportage. La célébration des journées de la femme militaire par les forces des armées, qui se déroule du 24 au 26 avril 2024 au nouveau camp d'Akwedo, s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. L'objectif visé est de jeter un regard rétrospectif sur les avancées notables en termes d'équité et d'égalité des chances pour une meilleure intégration du genre féminin dans les politiques de décision. Susciter des vocations auprès des plus jeunes sœurs encore dans le circuit scolaire et universitaire. Merci d'avoir donné à la femme une place de choix dans notre société contemporaine. Toutefois, beaucoup reste encore à faire, d'une part, pour accroître le pourcentage de personnel féminin recruté et pour la valorisation de celles déjà présentes sous le drapeau en leur permettant d'accéder à des postes décisionnels. La journée de la femme militaire 2024 est placée sous le thème « Accélérer l'intégration et valoriser les femmes au sein des forces armées ». Aujourd'hui, nous voyons avec fierté les femmes commandos, médecins, chefs de service, commandants de compagnie, chefs de section exceller dans leur mission. La participation des femmes aux activités de construction de notre armée, aux actions de défense de notre territoire et aux actes de protection de nos populations vient donc s'offrir comme un pan naturel de leur fonction de mère. La première journée de cette célébration a été meublée par les défilés militaires, des exercices de défense et de sauvetage face à des attaques terroristes. Voilà, messieurs et chers téléspectateurs, donc ce reportage qui nous racontait un peu cette journée importante des femmes militaires au camp d'Akwedo, au nouveau camp d'Akwedo. La thématique, je le rappelle, comment accélérer son intégration au sein des forces armées. Daouda, réaction à ce reportage? En tout cas, j'ai vu ce reportage, j'avoue que j'étais très content de voir que certaines de nos sœurs sont aujourd'hui commandos. Je me rappelle de l'ère au temps de Ahmed Bakayoko, on avait vu la première femme commando parachutiste. Exactement. Franchement, j'étais très ému. Maintenant, il y a une question qui a été soulevée par le général des corps d'armée qui s'occupe de la cellule genre au niveau des armées. C'est qu'il faut aujourd'hui que les femmes soient à certains niveaux de décision. Parce que quand je regarde au niveau de l'État, lors des conseils de sécurité qui concernent l'État, au niveau décisionnel, on ne voit pas les femmes à ces différents postes-là. J'aimerais qu'aujourd'hui, avec le quota de 30% que le chef de l'État a décidé de mettre en place, il faut que ça s'implique à tous les corps de métier, mais à tous les postes de décision. Aujourd'hui, quand on regarde notre société, même dans l'administration publique, très souvent, on voit les femmes qui ont peur de prendre la parole lors de certaines réunions. Pourtant, elles ont l'intelligence, elles ont la maestria, mais le courage et la pesanteur sociale fait que certaines femmes ont peur de prendre la parole. Aujourd'hui, elles doivent prendre la parole, et surtout pour des femmes qui sont de l'armée de Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je les encourage et bravo encore une fois pour cette initiative du ministère d'État, ministère de la Défense de Côte d'Ivoire. Sarah, réaction? Oui, moi, j'écoute La thématique vous parle-t-elle? Accélérer l'intégration au sein des forces armées? Oui, effectivement, on voit des femmes déjà au sein de la police, au sein de la gendarmerie. Donc, il me semble tout à fait naturel aujourd'hui qu'on ait aussi des femmes au sein de l'armée. On voit ça aussi partout dans le monde. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne se fasse pas en Côte d'Ivoire. On assiste à de très belles images ici. Oui, maintenant, il faut faire en sorte également de les protéger et de faire en sorte que leur intégration se passe bien. Les protéger potentiellement du harcèlement,
parce qu'on l'observe un peu partout dans le monde. Les femmes militaires souffrent beaucoup. Alors, les militaires tout court, hommes ou femmes, hommes souffrent aussi d'harcèlement. Les systèmes d'intégration, etc., dans l'armée, parfois, sont compliqués. Et pour une femme, ça peut être beaucoup plus difficile. Donc, il faut les protéger et faire en sorte que leur intégration se fasse en toute sécurité et qu'elles se sentent à l'aise et en sécurité dans leur fonction, dans leur métier, parce que c'est un métier prestigieux et elles sont là pour nous défendre. Et effectivement, le corps armé doit aussi faire en sorte qu'elles le soient au sein de leur institution. Il faut bien comprendre, quand vous parlez de harcèlement, vous dites que lorsqu'il y a un système d'intégration qui pourrait pousser, enfin, qu'on pourrait associer au harcèlement, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le bizutage, les premiers jours d'arrivée où vous êtes. Oui, je parlais du bizutage, effectivement, qui peut parfois déraper. Voilà. Peut déraper. Parce qu'on ne sait pas qui est qui peut faire quoi, qui est capable de quoi. Parce que souvent, sur le théâtre des opérations, on peut trouver des femmes et des hommes dans les mêmes... Bivouac. Voilà, mais en même temps, c'est le métier qu'il demande aussi. Oui, même si le métier le demande, je pense qu'il est de la responsabilité des hommes aussi de donner au moins un peu d'espace à ces femmes-là. N'oubliez pas, les 49 qui étaient au Mali... Il y avait 2 femmes. Oui, c'était 3 femmes. 3 femmes, oui. Plus précisément. Ouais. Il y avait 3 femmes qui étaient dans ce contingent-là. Et ce sont ces 3 femmes-là, justement, qui ont été condamnées à mort. Bizarrement. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est pour dire qu'elles vont sur le théâtre des opérations et elles ont du talent. Il faut les encourager. Voilà. Très bien. Petite réaction de vous, Marius Komoué, sur... Oui, mais nous apprécions, nous notons avec beaucoup de satisfaction justement ces avancées notables enregistrées dans le domaine en termes d'équité et d'égalité pour l'intégration véritable de nos sœurs dans nos corps d'élite de l'armée, parce qu'avant, c'était une vue de l'esprit. J'allais dire même c'était utopique de penser qu'une femme en Côte d'Ivoire aurait pu rejoindre le camp des commandos, des bérets rouges par exemple, ou même de l'armée des terres, comme on le voit ici. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est vrai, on a l'habitude de voir nos femmes dans le domaine, dans le cadre de la police nationale, et surtout dans les commissariats et autres, mais de plus en plus, on les voit sur le terrain. Vous avez des officiers supérieurs qui occupent des postes stratégiques, tant dans l'armée que dans la sphère même des décisions au niveau donc, militaire, et c'est vraiment notable. Il faut vraiment que l'État de Côte d'Ivoire poursuive l'initiative pour une véritable intégration de nos sœurs dans tous les corps d'élite de notre armée. En tout cas, nous sommes très, très fiers. Nous sommes très, très fiers de voir donc toutes ces femmes militaires prendre des galons et avancer et travailler sereinement à la stabilité de notre État et qu'elles prennent la place. Et la thématique aidant, on espère que des leviers, des outils seront mis en place pour favoriser effectivement leur accélération au sein de l'armée. Alors, messieurs, je vous invite, on a parlé de femmes militaires, on va parler de formation, d'une formation à une autre, mais cette fois-ci, celle-là, un peu plus académique. On parlera donc du Salon africain de la formation et de l'orientation. Les nouvelles thématiques, est-ce que nos curricula sont bons? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut faire des salons qui les revisitent et qui proposent d'autres thématiques? Avec M. Dacha Bédi Stéphane. Bonsoir, M. Dacha. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Merci. La thématique que vous allez donc égrener, c'est que valent nos établissements supérieurs et les diplômes délivrés. Mais avant, présentez-nous votre salon. Alors, le SAFOR, c'est le Salon africain de la formation et de l'orientation. Alors, on a voulu faire ce salon, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voulait répondre à une problématique. C'est cela. Il est de conscience collective qu'on a plus de chances quand on fait ses études à l'étranger de trouver du travail en Afrique que quand on est formé sur place. Et comme je dis, c'est une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de chefs d'entreprise ont été formés localement. Et ça ne les a pas empêchés aujourd'hui d'occuper des postes importants. Deuxièmement, on voulait aussi valoriser les écoles africaines. Parce que déjà, les écoles africaines n'étaient pas connues. Et quand on a discuté, quand on faisait ce projet, on leur disait par exemple que très souvent, on connaît une école parce que quelqu'un y a fréquenté. Et quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ne connaît pas le programme. C'est clair. Beaucoup de nos étudiants, ou futurs étudiants, connaissent plus les programmes des écoles à l'étranger que les écoles locales. Donc, nous connaissons mieux l'histoire de l'étranger que notre propre histoire. Exactement, simplement parce que
les écoles ne se font pas connaître, les écoles ne sont pas connues. Et c'était cette plateforme qu'on voulait créer pour leur donner plus de visibilité et de dire on peut être formé en Afrique et réussir. Daouda? Moi, puisque ce n'est pas le premier salon auquel j'assiste, parce que chaque année, il y a le salon de l'orientation. Exactement. Qui se passe généralement au lycée technique d'Abidjan. C'est ça. Je veux savoir, quelle est la plus-value de votre salon par rapport aux autres salons qui sont en place? Alors, la plus-value, en fait, en termes de plus-value, nous, ce qu'on voulait, c'est dans le titre, le salon africain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que je peux avoir un BTS en Côte d'Ivoire? Si je veux continuer au Sénégal, qu'est-ce que mon BTS vaut? Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Aujourd'hui, si j'ai fait une licence, que j'ai envie de continuer au Maroc, qu'est-ce que mon diplôme vaut? Si j'ai un DEC, est-ce que je peux... Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait en Afrique pour valoriser? On trouvait quand même un peu dommage que pour certaines écoles qui ont des séjours linguistiques, on voit des enfants aux États-Unis, au Canada, etc., alors qu'on a des écoles au Nigeria, on a des écoles au Ghana, en Afrique du Sud, au Kenya, où on peut déjà faire des séjours linguistiques. Donc, il y avait ce côté inter-État africain qu'on voulait déjà valoriser. On veut aussi valoriser les compétences. On peut avoir des professeurs en Côte d'Ivoire qui sont spécialisés dans un domaine, mais qui peuvent donner des cours au Ghana, qui peuvent donner des cours dans une école au Sénégal, sans forcément faire toujours appel à l'étranger pour... On ne s'oppose pas à ça. À l'expertise extérieure. Exactement, on ne s'oppose pas à ça. On dit toujours, il faut déjà valoriser ce qu'on a sur place, avoir une bonne base locale, et après partir à l'étranger pour se valoriser, par exemple. Herman? En quoi est-ce que, avec tout ce que vous dites là, comment est-ce que vous avez prévu associer toutes ces écoles-là justement? Parce que quand même, il y a des écoles qui font quand même des efforts pour se faire connaître. Comment est-ce que vous les avez associés à ce rendez-vous-là, à ce salon? Alors, déjà, nous, ce qu'on a essayé de faire, on a regardé sur la place, il y avait un critère qui était très important. Comme je disais, c'était de valoriser les écoles par rapport à l'exode académique. C'était de trouver des écoles qui formaient déjà une base locale et qui donnaient aussi une passerelle à certaines personnes qui voulaient continuer plus tard. Et des écoles excellentes. Des écoles d'excellence. Parce que quand on a visité, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'écoles qui misent vraiment sur du matériel didactique, qui font tout pour être à niveau et qui malheureusement n'avaient pas la visibilité, n'avaient pas peut-être l'exposition qu'il fallait. Résultat des courses, les parents, n'ayant pas le temps de faire toutes les écoles, se contentaient souvent d'aller sur Internet. Et bien, je vais vous raconter une anecdote. Dans leur préparation de ce projet, on est allé dans un pays africain et dans le travail, on regardait sur leur page Facebook. Ben, ce que j'ai vu sur la page Facebook et ce que j'ai vu sur place, ça n'a rien à voir. C'était le jour et la nuit. Je pensais que je m'étais trompé, je les ai appelés, ils me disent « Ah non, c'est bien l'école ici ». Pour dire que souvent, ce salon vient aider aussi les parents pour rencontrer ces écoles, discuter avec eux, quel est leur programme, qu'est-ce qu'ils proposent. C'est pour ça que déjà, on a essayé dans ce moule de mettre en valeur des écoles qui proposent des programmes avec des débouchés. C'est-à-dire pas des formations pour des formations, mais qui ont des programmes aujourd'hui avec des écoles internationales et tout. Très bien. On va écouter Sarah. Oui, vous disiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant, c'est que le jeune aujourd'hui, il va se dire que s'il a un diplôme qu'il a obtenu dans une école étrangère, il a peut-être plus de chances d'être recruté par une entreprise. Après, c'est peut-être quelque chose qui vient peut-être d'un vécu, d'expériences partagées entre jeunes. Et j'ai envie de dire peut-être que ces entreprises-là ont peut-être aussi besoin, il y a peut-être besoin de déconstruire cette image, cette idée au sein même des entreprises qui recrutent pour leur dire, ben voilà, on a des jeunes diplômés d'universités, d'écoles supérieures. Est-ce que vous avez cette approche et ce travail aussi auprès des grandes entreprises qui recrutent justement ces jeunes? On a essayé, c'est pour ça que si vous regardez dans le programme, on a des panels où on confie les entreprises. Pour dire aujourd'hui aux entreprises, il y a deux volets. C'est-à-dire aujourd'hui, l'employabilité. Qu'est-ce que les entreprises recherchent? C'est de communiquer déjà sur ce qu'on recherche. Et comme Sarah le disait, Sarah parle d'un changement de paradigme pour ces entreprises. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le marché évolue. Les besoins changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être le BTS force de vente qu'on faisait à l'époque n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Quand on discutait, il y a des écoles qui commencent à former sur l'intelligence artificielle, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est tout ça qu'on veut mettre. Aujourd'hui, on veut aussi emmener les entreprises à s'impliquer aussi dans le développement de la formation. On a des entreprises aujourd'hui qui sponsorisent des écoles, qui financent des écoles, qui les aident à s'équiper. Ce qui fait que, comme aux États-Unis, ça peut être des clubs alumni, des anciens qui viennent aujourd'hui
mettre de Apporter l'argent. l'information. Pourquoi? Tout ça, le but, c'est de monter. Et aujourd'hui, le but du SAFOR, c'est de mettre tous ces acteurs-là en place, de créer une plateforme de rencontre pour qu'entre eux, ils échangent. Regardez le problème du financement des études. Aujourd'hui, malheureusement, quand on veut faire un master, etc., les banques le font très peu ou presque pas du tout. Ça n'existe même pas. C'est pas culturel. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans nos pays Et francophones. aujourd'hui, on les convie à ce programme pour nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour avoir un financement pour des études. Et justement, avant d'aller... au-delà de plus d'1 million de francs CFA. Avant d'aller donc à la question même de l'université, on a des élèves du secondaire, je dirais peut-être pas le primaire parce que là, il ne peut pas se gérer lui-même, mais du secondaire qui sont des drop-out, c'est-à-dire des personnes qui sont obligées d'arrêter parce qu'il n'y a pas de moyens. Dans certains pays, il y a des lignes où l'élève peut prendre un crédit et qui rembourse quand il travaillera, forcément. Donc, il y a un système qui est mis en place pour l'aider. Est-ce que vous nous dites que vous nous rassurez que ça fait partie des réflexions dans le thème de cette année, c'est opportunité, financement et débouchés. Très bien, merci beaucoup de cet intérêt. Marius, vous prenez la parole. Vraiment un sujet d'intérêt. Merci. Je pense que tous les parents, et toute la communauté scolaire et estudiantine devraient être mobilisés autour de ce salon parce que les questions relatives justement aux orientations de nos enfants dans les grandes écoles continuent d'alimenter et surtout que nous entrons bientôt dans les examens à grand tirage. Il est tout à fait indiqué que les parents sachent exactement les forces et les faiblesses de leurs enfants et fassent des meilleures orientations en tenant compte. Et donc nous serons à ce salon. Merci. Merci pour la contribution. C'était une contribution. Oui, exactement. Voilà. Ok, monsieur, Daouda. Moi j'ai deux préoccupations. Ben, allez-y. Okay. On a une minute. Oui, la première préoccupation, c'est l'orientation. C'est ça. On parle de salon de l'orientation. Mais pour les nombreux salons auxquels moi j'ai eu à participer, généralement, c'est une foire commerciale où les écoles viennent, ils sont face aux élèves, aux étudiants ou bien aux parents d'élèves. Concrètement, j'espère qu'on ne va pas assister à ça et qu'on aura des conseillers d'orientation outillés à la matière. Deuxième chose, dernièrement, on a vu de nombreux étudiants ivoiriens qui sont partis en Tunisie pour étudier, mais finalement, quand il y a eu une crise entre les Tunisiens et les subsahariens, les étudiants ont été pris à partie. Est-ce que tout ça, dans votre réflexion dans ce salon, c'est pris en compte? Mais je vais vous dire, aujourd'hui, vous voyez ce que vous dites tout à l'heure. Je commence par la deuxième question. Vous savez, très souvent, quand on ne se côtoie pas, quand on n'a pas l'habitude de partager des choses, quand il y a des conflits, on a du mal à les gérer. Par contre, si on avait des professeurs, imaginez vous avez des professeurs tunisiens qui viennent en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui vont en Tunisie, ça crée déjà des liens inter-écoles. Ce qui fait que quand il y a des conflits ou il y a des malentendus, on arrive tout de suite à circonscrire, à trouver des solutions parce qu'on se parle régulièrement. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, on va finir par un dîner gala. Et ce dîner gala, il a pour but quoi? D'avoir sur une table des professeurs des écoles sénégalaises. Créer la proximité. Exactement, avec des écoles ivoiriennes pour échanger, pour discuter, de façon à ce que demain, quand il y a un besoin de change, on peut déjà se rencontrer. La deuxième question, alors vous parliez effectivement, nous ce qu'on voulait cette année, on ne voulait pas avoir beaucoup d'étudiants. Alors comment ça va se passer? Les élèves viendront par vague. Et il y aura des panels avec des partages d'expériences. C'est-à-dire que les écoles ne recevront pas les élèves dans les stands. Donc, ils auront un temps de présentation, qu'est-ce qu'on appelle l'instant partenaire. Ils ont 10 minutes où, devant les élèves, ils présentent leur programme. Ils déroulent tout leur programme. Et les élèves qui sont intéressés peuvent repartir dans les stands maintenant pour avoir plus d'informations. Et pour aller plus loin, on a même mis le samedi matin pour les parents. Parce qu'en semaine, ce n'était pas évident. Avant, les enfants rentraient avec beaucoup de prospectus. Et les parents ne savaient pas quoi faire. On regarde le moins cher et puis le plus proche. Et puis on choisit. Alors que cette fois-ci, en plus du choix de l'enfant, on voulait qu'il ait un accompagnement parental. De dire, tu as envie de faire la finance, ben, je vais rencontrer l'école qui t'intéresse, je veux voir ce qu'ils proposent. On aura même des conseillers d'orientation. Pour dire du ministère. Du ministère. Donc je profite pour dire merci à la direction de l'orientation et des bourses qui nous met à disposition des conseillers d'orientation. Donc pour pouvoir aider aussi les parents qui ont des questions dans ce sens. Je profite aussi pour dire que pour la première édition, l'invité d'honneur, c'est le professeur Salio Touré, qui n'est plus à présenter, qui a été déjà dans le domaine. Merci également au ministre de l'Enseignement supérieur qui nous accompagne. Mais on veut faire de ce salon vraiment quelque chose qui n'est pas forcément, mais pour que les parents, quand ils rentrent et qu'ils ont envie de
voir l'orientation de leurs enfants, qu'ils aient vraiment tous les outils à portée de main. Merci en tout cas de rassembler toute l'intelligentsia africaine pour réfléchir sur la problématique de la formation, parce que c'est de cela que va déterminer nos différentes politiques et la gestion de nos États d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et si je peux finir, c'est juste passer un message aux élèves, aux futurs étudiants, pour dire qu'on peut étudier en Côte d'Ivoire et réussir. Fabrice Awignon en est un exemple. Il y en a beaucoup qui sont des exemples. On a la librairie de M. Yedieti, on a des ministres qui ont tout fait ici. S'ils travaillent, c'est juste travailler, s'intéresser, s'ouvrir, et on peut faire des choses et réussir tout ça. Et les exemples que vous avez cités sont tellement édifiants qu'il n'y a rien à dire. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Vous êtes M. Dacha Bédi Stéphane, commissaire général du SAFOR, qui est donc le Salon africain de la formation et de l'orientation. La problématique, l'une des problématiques qui sera donc traitée à ce salon, que valent nos établissements supérieurs et les diplômes délivrés. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Herman, merci. Merci Christelle. Merci Christelle. Marius, Daouda, bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir suivis. On a pris beaucoup de plaisir d'être avec vous ce soir. Les programmes continuent sur Live TV. Demain, c'est le 1er mai. Vive le travail. Et n'oubliez pas, surtout, il y a le vrai match avec Kevin et Brésil. À demain. Merci beaucoup.